Audio Jungle. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Match a gagné sur tapis vert par la vieille dame. Mais pour l'instant, quelles sont les dernières nouvelles, Vicente, et puis après Henri? Oui, normalement, mardi passé, la nouvelle devait tomber. Oui. On sait quand même que voilà, la LFP italienne a quand même dit que si 13 joueurs vous sont disponibles, Oui. alors vous pouvez jouer le match. Si ce n'est pas le cas, vous êtes gagné sur tapis vert. C'est ce que normalement la LFP devait faire. C'est Mais ça. il est quand même force de constater que les autorités locales de Naples Oui. ont interdit à Napoli de voyager. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a quand même un conflit d'intérêts à ce niveau-là. Oui. Maintenant, normalement, la décision devait tomber mardi passé. Elle n'a pas pu être tombée. Et voilà, nous sommes encore dans une impasse. On est encore dans l'impatience d'écouter ce verdict Oui. qui sera voilà, donné. Sinon, pour le moment, il n'y a pas d'informations accessibles par rapport au match Juventus-Napoli. Henri Akodo. Oui, je pense que c'est un cas d'école, hein, la situation de la fois dernière avec cette non-venue Oui. de cette équipe Napolitaine. au niveau de Juventus Stadium. de la Juventus Stadium, au Oui. niveau du Piémont, tout simplement parce que nous avons, on a à un niveau les tests au niveau De compétition les tests de compétition de la Serie A qui ont italienne. été, bien évidemment, de la Serie A italienne, Oui. qui sont arrimés sur le protocole sanitaire que l'UEFA a adopté Oui. en semaine dernière. Exact. Et donc, d'un autre côté également, nous avons ces restrictions-là au niveau local, au niveau de la région du Napoli. Oui. Et on constate véritablement une certaine dichotomie entre ces deux protocoles, ce qui n'est pas normal dans cette situation. Pour vous, parce qu'est-ce que qui doit être fait réellement, rapidement? normalement, les autorités locales, oui. mais également les autorités sportives italiennes, notamment le président Luigi Do Servio, le président de la Ligue professionnelle de football, Oui. doivent harmoniser le protocole sanitaire afin que nous n'assistons pas à ce spectacle ahurissant, parce que ce n'est pas normal. Deux protocoles sanitaires pour une seule compétition, c'est quand même... Pour vous, regrettable. il y a une certaine, on peut dire, voilà, cacophonie Effectivement, autour de il y a- l'organisation de cette il y a- compétition. Il y a D'accord. un certain désordre organisé Oui, à ce niveau. qui dit Donc, pas il va son nom. falloir, bien évidemment, D'accord. je pense que et les autorités locales Oui. et les autorités sportives italiennes Oui. doivent véritablement harmoniser leur point de vue afin de permettre à ces matchs-là d'être joués dans des conditions sanitaires assez acceptables. C'est important. On va terminer avec vous, Franck Ouais, Lognaman, justement, je sur pense cette que situation. le Napoli risque de perdre les points. Pourquoi? Parce que la fédération avait décidé, comme Vicente l'a précisé il y a quelques instants, que lorsque vous avez un certain nombre qui est atteint, ou bien lorsqu'il y a un seuil qui est franchi, ou bien lorsqu'il y a 2 ou 3, vous devez jouer. Et c'est arrêté, c'est conclu que le match devait se jouer. La Juve s'est présentée Tout et à le fait. Napoli non. Donc Non. à partir de ce moment-là, normalement le Napoli perd les 3 Mais points. si jamais, par exemple, c'était, par exemple, alors je dis un exemple, si c'est Cristiano Ronaldo qui aurait été peut-être confirmé positif, vous pensez que le Napoli aurait fait la même chose là? Non, mais ce n'est pas un joueur à prendre en compte. Vous pensez? Oui, c'est On parle une de Cristiano situation- Ronaldo, Non, mais il n'est la pas, superstar de la il Serie A n'est pas italienne. au-dessus de la loi. D'accord. Il n'est pas au-dessus de la loi. Donc, je crois que les responsables napolitains Oui. ont mal joué le coup et ils risquent de perdre les 3 points. On attend de voir justement au fur et à mesure que les heures suivent la situation concernant ce match entre la Juventus et la formation de Napoli. De retour, nous parlons de la Ligue Europa. Justement, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans Plateau Foot Europe sur Radio Sport FM en direct du studio Messan-Niamey. Nous déroulons avec la Ligue A, avec le groupe 1 justement, avec ces résultats de la 3e journée disputée cette fin de semaine. Bosnie-Herzégovine face aux Pays-Bas, 0 but partout. Et l'Italie qui fait le même score face à la Pologne. Curieusement, quand on jette un coup d'œil au classement, on a l'Italie premier avec 5 points, 4 pour les Pays-Bas, 4 points également pour la Pologne et puis 2 petits points pour la Bosnie-Herzégovine. Alors, Franck Lognaman, Pologne-Italie, curieusement, on aurait pensé que l'Italie, avec sa reconstruction, avec de bons joueurs qu'ils ont,
ils n'ont pas pu quand même réussir à renverser cette équipe de Robert Lewandowski. Quoi qu'on dise, ils étaient quand même à l'extérieur, je pense. Ils ont fait le déplacement. Exactement, ils étaient à l'extérieur. Voilà, donc je pense que ça n'a pas été un match facile pour les hommes de Roberto Mancini. Oui. Vous savez que depuis quelques années déjà, la Pologne grandit au niveau de l'échiquier européen. Robert Lewandowski et les siens, quand même, ont désormais le goût, ont désormais l'expérience du niveau européen. Donc, ça a été compliqué, même si, entre-temps, l'Italie est en train de faire de très belles choses. Vous l'avez dit, avec de très bons joueurs. Oui. Maintenant, moi, j'ai même été surpris qu'ils aient réussi, on va dire, un tel résultat. Mais là, ça relance complètement le groupe, puisque lorsqu'on prend les choses, on a comme l'impression que les deux, on va dire, constituent quand même les têtes de série de ce groupe. Et surtout que les Pays-Bas qui ne sont pas du tout loin. La prochaine journée, la 4e, ce sera le 14, c'est-à-dire mercredi. On aura un face-à-face Italie-Pays-Bas, sûrement pour la suprématie du groupe en attendant les 2 prochaines journées. Là, le groupe 2, avec l'Angleterre face à la Belgique, c'était du déjà vu, puisque les 2 sélections étaient du côté du mondial 2018 en Russie. Et là, c'est l'Angleterre qui s'impose 2-1 face à la Belgique. Et puis dans l'autre match, c'est le Danemark qui s'impose 3-0 face à l'Islande. Oui, par rapport à Angleterre-Belgique, je pense tout simplement que l'Angleterre a damé le pion à cette Belgique-là, prévu quand même d'Eden Hazard. Aujourd'hui, l'Eden Hazard, il est blessé depuis un moment. Et il est toujours la star de l'équipe. Oui, c'est vrai qu'il y a De Bruyne, il y a Carrasco, il y a Lukaku. Mais vous savez, aujourd'hui, quoi qu'on dise, Eden Hazard demeure le meilleur joueur de cette équipe-là depuis le mondial 2018, où même l'Angleterre et la Belgique se sont confrontés en match de 3e place, où la Belgique avait damé le pion à l'Angleterre. Donc l'Angleterre a tout simplement équilibré le débat avec ce penalty transformé, positivement transformé par Marcus Rashford après ce penalty de Lukaku, et avec ce deuxième but de Mason Mount. C'est tout simplement énorme pour cette Angleterre-là de Southgate, qui aujourd'hui doit prouver sur l'échiquier du mondial que vraiment l'Angleterre a le champion le plus lourd du monde. En tout cas, on suivra de très très près à la progression également de cette jeune équipe anglaise qui a pour l'instant a pris le dessus sur cette équipe belge, 2-1. Et au classement, on retrouve l'Angleterre avec 7,6 pour la Belgique, juste derrière le Danemark à 4 unités, 0 pointé pour l'Islande. Et l'on descend vers le groupe 3 de la Ligue A avec, ce choc attendu, très attendu par les aficionados du football européen, notamment France-Portugal. Franck Lunyama, dans ce match, on s'attendait à un match spectaculaire, d'autant plus qu'il y a à la fois Cristiano Ronaldo et ses compères du côté de la sélection, et puis de l'autre côté il y a Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, les champions du monde face aux champions d'Europe. Oui, c'était du déjà vu en 2016 et depuis 4 ans c'est la première fois que les 2 sélections se retrouvent à ce niveau. Donc elles sont en train de dominer ce groupe-là. Le Portugal est devant avec le goal average, la France suit. Donc c'était un match important pour les Bleus, qui ont voulu quand même faire la différence, mais finalement ça a été un match sans saveur. Didier Deschamps dit qu'on n'a pas été dangereux. Qu'est-ce que vous comprenez à travers une telle phrase? Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on a Mbappé, lorsqu'on a Griezmann, lorsqu'on a Olivier Giroud, qui est déjà à 42 buts après son sélection, on conçoit quand même que ça fera la différence devant. Parce que la France, la dernière fois, même si c'était l'Ukraine, ils ont réussi quand même à marquer 7 buts. Donc face au Portugal qui a quand même un cran au-dessus, c'était le haut niveau. Maintenant, ils considèrent qu'étant champion du monde, la différence devrait être faite. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils ont failli même perdre, si ce n'est cet arrêt de Hugo Lloris à la fin du match pratiquement. Justement. Donc ça a été à l'arrivée un point partagé. Dans l'ensemble, les acteurs trouvent que c'était quand même bien pour les 2 sélections. Et la suite va être très très importante. En tout cas, on suivra de très très près ce France et Portugal. Ce serait mano à mano, parce qu'à l'heure où nous parlons, les 2 sélections ont le même nombre de points. 7. Alors oui, justement, merci de le préciser, 7. Et là, dans ce match, on a attendu Cristiano Ronaldo. Il a essayé, mais il n'a pas été très pesant dans la rencontre. Comment vous l'expliquez?
Bon, je l'explique par cette discipline tactique à outrance au niveau de la formation lusitanienne, avec ce dispositif de 4-3-3, avec ces milieux de terrain qui se préoccupaient à pouvoir fermer les lignes de passe, les circuits préférentiels des Français pour véritablement aligner leurs occasions, les vérités offensives, et cela pesait sur le match au niveau de l'animation offensive pour cette formation du Portugal, bien évidemment, parce que quand vous voyez un peu la composition d'équipe au milieu du terrain, vous avez deux joueurs qui sont ceux qui étouffent les vérités offensives, surtout dans l'entre-jeu, notamment Ricardo et Carvalho, William Carvalho, bien évidemment, et notre ami Danilo Pereira, notre ami parisien, désormais. Bien évidemment, parce que quand vous voyez un peu dans la bataille physique, bien évidemment, c'est un joueur qui affectionne de par ses qualités physiques. Il récupère un nombre incalculable de ballons. Mais au niveau de la créativité, ce n'était pas réellement ça. La faute également à cette animation défensive française. On a constaté, ils étaient en place. Ils étaient en place. On a constaté un resserrage des boulons défensifs avec des joueurs qui défendaient les uns. Ils défendaient très proches. Aux côtés des autres. Ils défendaient en bloc. Les travaux de compensation se faisaient assez bien. Vous avez également cette solidarité-là, cette complémentarité-là dans cette année défensive. Donc je pense que tout cela n'a pas permis aux mastodontes lusitaniens de pouvoir faire la différence dans cette rencontre. En tout cas, on a suivi un match entre champions du monde et champions d'Europe. Pour vous, le niveau technique y était, même s'il n'y avait pas de but au bout? Bon, il faut dire que c'était un match plus ou moins décevant, à mon avis, puisqu'on s'attendait quand même à un gros match, puisque des deux côtés, on peut quand même voir Mbappé, Cristiano Ronaldo, Griezmann, Mbappé, son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Tout petit, il avait déjà eu à prendre des photos avec lui. Voilà, c'est ce qui explique un peu sa mauvaise performance. Vous pensez qu'il y avait de la crispation quelque part? Oui, parce que Mbappé doit encore travailler sur la psychologie. Il est encore jeune, hein. Là, vous avez raison peut-être. À des moments, dès qu'il voit des défenseurs comme Pepe, Ramos, ou encore des gardiens comme Neuer, il est crispé, il n'arrive vraiment pas à sortir le talent qu'il possède. Donc, je pense que c'est en général un match qui a été décevant. Puisque c'est un match entre champions d'Europe et champions du monde, comme vous venez de le dire. Que le Portugal avait battu la France à la finale de l'Euro 2016. Évidemment, sur un but d'Eder. En ce moment, donc, c'est un match qui était quand même décevant, à mon avis. Donc, j'espère que ces deux équipes pourront rétablir ce qu'on pensait d'eux. Oui, en tout cas, on espère bien, pourquoi pas. Dans ce match, Fernando Santos a dit qu'il n'avait pas besoin de marquer. Bon, on le comprend, on sait qu'il y a aussi une petite tension entre les deux sélectionneurs, Didier Deschamps et puis Fernando Santos. Les Français n'ont toujours pas digéré, même s'ils ont été champions du monde, le fait d'avoir été battus en finale chez eux, à domicile au Stade de France lors de l'Euro 2016. Oui, vous voulez dire ce qui est normal, non? Oui, ce qui est normal, parce que c'est vrai qu'ils ont à plusieurs reprises battu de par le passé cette formation portugaise en demi-finale à l'Euro 2000. On se souvient de ce but de Thierry Henry. Vous vous rappelez? Bien évidemment, j'étais tout petit à l'époque. Tout à l'heure, le quiz PFE avec l'Euro, on va en parler. Alors, il y a également la Croatie, Franck Lugnamman, qui reprend du poil de la bête, qui s'est imposé quand même pour la première fois depuis les 3 premières journées. 2-1 face à la Suède. Cette Croatie, depuis la finale du mondial aussi, est en train de perdre du terrain. Ouais, ils sont en train de souffrir au-delà de la qualité qu'on reconnaît à leurs joueurs. Vous prenez les Kramaric, les Perisic, qui sont très nombreux. Les Modric. Rakitic a joué dans de très grands clubs. Mais lorsqu'on prend cette Ligue des Nations, la Croatie n'existe pas. 3 petits points sur 9 possibles. C'est quand même pas, ça ne ressemble pas aux vice-champions du monde. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à corriger. Heureusement qu'ils ont su se ressaisir très rapidement. Et le prochain match face à la France sera vraiment intéressant. Vous êtes devant parce que justement la 4e journée, ce sera le 14 qui est mercredi. La Croatie accueille la France. Pendant ce temps, le Portugal va jouer à domicile face à la Suède. Alors qu'on le disait tout à l'heure, quand on jette un coup d'œil au classement, le Portugal et la France ont chacune 7 points. La Croatie en a 3. 0 pointé pour la Suède. Et l'on continue de parler de la Ligue des Nations, toujours dans la Ligue A, avec le groupe 4
4, la 3e journée. L'Espagne qui a gagné petitement face à la Suisse. Et puis de l'autre côté, l'Ukraine face à l'Allemagne. C'est la Mannschaft qui s'est imposée 2-1. Henri Akodo. Oui, cette formation de la National Mannschaft qui est le plus titré dans cette compétition de l'Euro avec 3 titres, le dernier en 96 en Angleterre, n'arrive véritablement à retrouver sa marque, mais cette victoire-là face à cette formation ukrainienne va pouvoir rebooster la sélection dirigée par Joachim Löw, qui est en manque de confiance actuellement. Je pense que c'est une équipe qui est en reconstruction, parce qu'avec la fin de ces anciens, notamment de Jérôme Boateng, qui ont été écartés, les Mats Hummels mais également Thomas Müller, ils cherchent toujours la bonne formule, la bonne carburation, ils cherchent les automatismes, ils travaillent il faut leur donner du temps. Il faut leur donner du temps. Il faut leur donner du temps. Vous avez Klosterman, vous avez de jeunes joueurs, Goretzka, on va en venir. Serge Gnabry, donc je pense qu'ils vont pouvoir retrouver leur marque. En tout cas, vous allez garder vos arguments parce que tout à l'heure, on aura le débat pour parler justement de cette fameuse Mannschaft, la première victoire de l'Allemagne en Ukraine. C'est la première fois qu'elle s'impose de l'autre côté, même si elle a eu à dominer cette équipe ukrainienne. Il était important quand même de gagner ce match. Et l'Allemagne a commencé avec 2 nuls assez inattendus. D'abord face à l'Espagne, ils se sont fait rattraper dans les dernières secondes. Après, face à la Suisse, c'était pas un résultat attendu aussi. C'était, on peut le dire, une piètre performance de la part de la National Mannschaft. Donc, il fallait gagner pour cette 3e sortie. Ils l'ont réussi. 2-1, ça a été compliqué, mais avec autant d'occasions vendangées. Donc, l'Allemagne en reconstruction, on va en parler certainement, se cherche. Pour le moment, on n'a pas trouvé encore la bonne formule, mais on espère que ça va venir parce que ça reste une équipe jeune. Ce n'est pas l'Allemagne d'il y a 10 ans. Donc, d'accord. Voilà. En tout cas, vous en savez beaucoup de choses. On va en parler tout à l'heure dans le débat. Concernant cette Mannschaft et l'Espagne, on va en parler. Et de nouveaux noms du côté de l'Espagne, Olmo, Odriozola, Oyarzabal, Ferran Torres, de jeunes joueurs également. L'Espagne aussi, merci de le préciser, Ansu Fati et Adama Traoré, aussi en mode reconstruction. Oui, en mode reconstruction, je pense aujourd'hui que l'Espagne est en train de construire une nouvelle équipe avec ces jeunes joueurs dont qu'on vient de citer. Mais comme Henri l'a dit, comme pour l'Allemagne, ça va un peu prendre du temps avant que la mayonnaise soit prise puisque c'est des joueurs qui ne se connaissent pas. Entre-temps, l'Espagne se composait uniquement ou exclusivement que des joueurs du Barça, des joueurs du Séville, du Real Madrid ou encore de Valence. Maintenant, aujourd'hui, il y a une pléthore de joueurs qui viennent de beaucoup d'autres régions, de partout tout simplement. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avant que cette équipe-là soit huilée, il faut quand même qu'il y ait une complicité entre ces joueurs-là. Il faut quand même que ces joueurs-là s'entraînent beaucoup ensemble avant que, quand on prend aujourd'hui peut-être une paire comme Ansu Fati et Adama Traoré, c'est quand même curieux, non? C'est curieux. Donc, il va falloir encore du temps pour que ces deux-là puissent jouer ensemble avant que la mayonnaise soit présente. Donc, c'est une équipe qui est en train d'être construite. Aujourd'hui, il y a quand même les Isco, les Asensio, les Busquets, Sergio Ramos qui peuvent aussi apporter de leur expérience. Mais je pense que l'Espagne est sur la bonne voie. Il faut quand même être patient avec cette équipe de l'Espagne, comme il faut l'être avec l'équipe de l'Allemagne aussi. En tout cas, une certaine mixture entre les anciens et les jeunes loups de la Furia Roja. La prochaine journée, la 4e, ce sera le 13 octobre. Déjà, mardi, Allemagne-Suisse. Et puis, un intéressant Ukraine-Espagne. Voilà qui est dit concernant justement ces matchs de la Ligue des Nations. Des matchs qui aujourd'hui font figure de matchs de préparation, de mise en jambe pour cette compétition qui parfois, on peut le dire, est peut-être un peu de trop pour les joueurs professionnels. Alors, le quiz de la journée, messieurs, voilà, nous avons sur ce petit plateau, juste devant nous ici, quelques bouts de papier, et là, on a dit, ce sera les finales de l'Euro. On va s'intéresser aux finales de l'Euro, disputées depuis déjà plusieurs années. On se rappelle de l'Euro 2000, 2004, 2006, 2008, 2012, 2016. Alors, chacun va prendre, on va faire tour de rôle, on prend le papier, on me le donne d'abord, et je gère la
la question pour savoir si vous êtes bon ou pas. On va commencer avec Henri. Henri. Ça ressemble à de la loterie. Oui, allez-y. Sauf que ce n'est pas ça. Alors, le premier papier, il est tiré, c'est le quiz. Hein. Ça nous permet encore de revisiter un peu le palmarès des sélections et en même temps également retrouver notre culture générale. Hein. Ça vous va? Oui, intéressant. Franck Lunyama, c'est bon? Ça peut aller? Ben, ça peut aller. Vicente? Ouais, Ça peut aller. D'accord. Alors, Henri, vous avez tiré cette question finale Euro 2016 entre le Portugal et la France. Combien de cartons jaunes en tout ont été distribués dans cette partie entre le Portugal et la France? Nous rappelons que le score final, c'était 1-0. But d'un certain Eder à la 109e minute. C'était dans les prolongations. Mais là, n'est pas la question. On parle de nombre de cartons jaunes distribués par sélection. Je vais me mouiller. Allez-y, mouillez-vous, comme Sport FM qui mouille le maillot. 7 cartons jaunes. 7 cartons jaunes en tout. En tout. Non, on peut faire plus. Deuxième tentative. 11. Ok, c'est pas mal, mais c'est 10. C'est pas mal, mais c'est 10. Pourquoi 10? Parce que le Portugal, Franck et tous les autres avaient récolté 6 cartons jaunes et la France en a récolté 4. Donc vous imaginez un peu que c'était voilà. Tendu, on peut dire. Tendu. Alors Franck Lunyama, c'est votre tour de choisir un petit papier. Vous me le donnez, merci beaucoup. On est toujours dans Plateau Foot Europe, c'est la culture générale du foot européen. Alors finale Euro 2000. Quel est le nom du sélectionneur de l'Italie à l'époque en 2000? Mais vous avez 3 propositions. Il y a Dino Zoff, Marcello Lippi ou Fabio Capello. Oui, on va, ça fait déjà 20 ans. 20 ans, oui. Ouais. Cette finale entre la France et l'Italie, c'était une très belle finale. À Amsterdam. Amsterdam, merci beaucoup. Vous avez une mémoire d'éléphant. Franck Lunyama qui va un peu dans le passé, Marcello Lippi, Dino Zoff et puis Fabio Capello. Alors, le cœur dit quoi? La mémoire dit quoi? Oui, on va y aller. Marcello Lippi, c'était un peu de... Mais non. C'est la première proposition. Dino Zoff, un gardien légendaire de la Squadra Azzurra. Dans les années 70. Ah ben c'est vieux là. Mais il était quand même sélectionneur de l'Italie en 2000. Alors, Vicente, oui, c'est votre tour. Oui, merci beaucoup. On va justement regarder de quoi il s'agit. Quel est le score de la finale de l'Euro 2008 entre l'Espagne et l'Allemagne? 1-0, 2-1, 3-1. C'est ça. Comme de l'eau à boire. Un but à 0. Un but marqué par Fernando Torres. Ah oui, super. Bravo à vous. Bravo Fernando Torres à la 33e minute. Qui a justement permis à l'Espagne de remporter son premier tournoi international. Super chanceux, n'est-ce pas? Alors, il reste encore 2 papiers. Franck Lunyama, vous allez encore tirer un et puis Henri va tirer le dernier. On est toujours dans la culture, les échanges de connaissances. Alors, Franck Lunyama, la question la voici. Quel est le palmarès de l'Euro en football? Quelles sont les nations les plus titrées de la compétition? Les nations les plus titrées de la compétition? L'Allemagne. Merci. Bonne réponse. Avec 3 trophées. 3 trophées. Exact. Qui encore? Oui. L'Euro. La Russie. La Russie, non. Il y a un pays tout commun, ou bien tout proche souvent de l'Allemagne. Les Pays-Bas? Non, pas les Pays-Bas. Un ami très, très, très intime à l'Allemagne. Même en politique, ils sont tous ensemble, justement. La France avec 2 trophées. Et il reste un 3e pays, l'Espagne. L'Espagne avec 3 trophées. Ça fait l'Allemagne 3 trophées, l'Espagne 3 et puis la France 2 trophées. Alors, Henri, vous avez l'insigne honneur de tirer le dernier papier. Non, c'est pas vous, justement. vous avez failli me piéger. Je vais prendre la dernière question de ce quiz Plateau Foot Europe spécial Euro, les finales. Angelos Charisteas est l'unique buteur de la finale de l'Euro 2004 entre le Portugal et la Grèce. Vrai ou faux? Vrai. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. D'accord, et c'est la bonne réponse. À la 57e minute sur une passe décisive d'Angelos Bassinas. L'Euro 2004 de football. Vous vous rappelez? Avec un certain Otto Rehhagel. Ah oui. Voilà. Un ami très cher à...
un entraîneur qui est très discipliné. Très discipliné. qui Et c'est incarne un véritablement Allemand, des valeurs. après c'est tout. un Allemand, donc Voilà. Une force mentale ça se assez- comprend. Bien évidemment. Tout Exactement. ce dont je C'était- me rappelle, c'était c'est le- que c'était un coup de tête. N'est-ce pas? Caristréas, Ouais. oui. 1 but à 0 et puis derrière rien. En tout cas, à l'époque, la Grèce gagnait ses rencontres Bah, Par 1 but à 0. La France est Exactement. passée par là en quart de finale. Voilà. 1 but à 0. On se souvient de cette humiliation-là qu'on avait fait sur le côté gauche à Lizarraz pour aller centrer pour Oh, retourner la vous n'êtes pas balle. obligé de rappeler Et- tout et- ça. et- C'est méchant. Et je me rappelle les Vicente. premières larmes de Cristiano Ronaldo. Oui, il était tout jeune à l'époque. Ouais, il avait perdu Il cette était finale. tout jeune à l'époque et un formidable 2004. joueur qu'il est devenu. En tout cas, messieurs, j'espère que vous avez aimé. Hein. Très bien, Ah oui, c'est c'était intéressant. n'est-ce pas? Ce remémore. À remettre. À remettre, pourquoi pas. Et ça va être encore plus intéressant avec le débat des spécialistes. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands joueurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Nous sommes dans le débat dans Plateau Foot Europe. Oui, vous nous suivez partout, vous retrouvez via la bande FM 91.9, sur le Facebook Live, partout dans le monde entier. Et surtout, merci de votre fidélité d'écoute. Franck Lunyama, on va parler de la Mannschaft, l'Allemagne, d'un certain Joachim Löw qui traverse, on peut dire, des difficultés par endroits, une défense en difficulté, on en a parlé tout à l'heure, des critiques qui pleuvent du côté de l'Allemagne concernant cette Mannschaft. Vous pensez que ces critiques-là, selon vous, qui connaissez bien le foot allemand, sont justifiées? Oui, lorsqu'on est la Nationalmannschaft, je crois qu'on n'a pas le droit de perdre. On doit chaque fois être au rendez-vous, des grands rendez-vous. On doit gagner, on doit ramener les trophées. C'est ça l'Allemagne. Vous savez que l'Allemagne est 4 fois championne du monde. À 3 reprises, cette équipe ou bien ce pays a gagné l'Euro. Donc, c'est une grande nation de football au niveau mondial. L'Allemagne qui, après 2014, est en train de souffrir désormais parce qu'il faut reconstruire. Après la débâcle, on va dire, lors du dernier mondial en Russie, éliminé au premier tour, mais ça a fait le tour du monde. Personne ne s'attendait à une telle performance venant du champion du monde en titre, mais c'est une réalité. À partir de ce moment-là, des voix sont levées pour réclamer le départ de Joachim Löw. Mais là, la Fédération allemande de football a dit niet, il va continuer, il a encore les moyens de nous donner des victoires sur des victoires. Vous savez, c'est quelqu'un qui a appris la place de Jürgen Klinsmann depuis 2008. Ça fait quand même 12 ans. 2006, j'allais dire même. Ça fait quand même 14 ans qu'il est en place. Une certaine stabilité, on lui fait confiance. Et là, il a gagné la Coupe du Monde, comme on le dit, en 2014, avec des joueurs qui sont intéressants. Les Bastian Schweinsteiger, les Mats Hummels, les Mesut Özil, Oui, les Manuel Schürrle, les Sami Khedira et tout ça. Entre-temps, il y a eu beaucoup de départs. Des joueurs ont pris de l'âge et il va falloir entamer une reconstruction en alignant les jeunes et puis l'expérience. C'est ce qu'il a commencé par faire, mais pour le moment, ça semble ne pas forcément marcher au niveau de l'Allemagne. Parce que lorsque vous prenez maintenant la nouvelle génération, les Kai Havertz, les Gnabry, oui. les Leroy Sané, les Goretzka, les Soule, oui. les Timo Werner, c'est pas encore ça. Les Julian Brandt, pour le moment, n'ont pas réussi à faire oublier cette génération dorée de 2014. Donc, j'ai comme l'impression qu'après 2018, il n'y a que 2 ans, il va falloir donner encore du temps. Or, quand on s'appelle l'Allemagne, il n'y a pas de temps à perdre, on doit gagner. C'est le problème actuellement. Était-il aussi plus ou moins obligé de rester? Il pouvait quand même partir après le fiasco du mondial. J'ai comme l'impression que pour lui, oui. il n'a pas encore achevé ce qu'il a commencé, même s'il a gagné en 2014 cette Coupe du Monde. Normalement, avec cette débâcle, Joachim Löw devait pouvoir partir de lui-même, mais il l'a pas fait. Et curieusement, la fédération également lui a renouvelé sa confiance. Donc, à partir de ce moment-là, il était un peu entre l'étau. Il est obligé d'apporter du résultat. Maintenant, ça ne suit pas. Voilà pourquoi les voix s'élèvent actuellement.
il y a une très belle génération qui arrive, sauf que cette belle génération n'a pas encore la grinta nécessaire, n'a pas encore l'expérience pour aller titiller d'autres clubs qui maintenant sont bien assis, d'autres sélections qui sont bien assises sur le continent européen. À vous comprendre, il faut leur donner du temps. Oui, normalement. Et à eux, et à Joachim Löw? Bon, pas forcément à Joachim Löw, mais les joueurs qu'il a sous la main actuellement n'ont pas encore cette force nécessaire pour aller chercher le Graal au niveau européen, au niveau mondial. Je pense qu'ils ont besoin de temps pour s'affirmer. Les Leroy, les Gnabry, les Kai Havertz, les Timo Werner, les Julian Brandt, les Thule, ils sont très nombreux, pleins de talent, mais pas encore cette force allemande qui permet dans le temps, il y a 20, 30 ans, de pouvoir ravager tout sur son passage. Henri Akodo, toujours sur le cas de l'Allemagne dans le jeu où on sent parfois des fébrilités, parfois on ne retrouve plus cette Mannschaft-là qui même dans les dernières secondes est capable de renverser toute une partie. Quel est votre avis sur le sujet? Oui, je pense tout simplement que l'Allemagne a évolué dans le jeu. L'Allemagne a innové dans le jeu, surtout sur ces 10 dernières années avec Joachim Löw à la manette. Cette formation allemande, de par son histoire, elle était très connue pour sa force physique et athlétique, pour la qualité de frappe de ses joueurs. L'Allemagne qui ne cherchait pas véritablement à pouvoir user l'adversaire à avoir la possession, la possession du ballon, mais on se rend compte qu'elle a évolué dans ce registre-là. Elle a une palette technique assez bien élargie. Vous pensez qu'elle s'est adaptée? Elle s'est adaptée aux exigences du football moderne, au football de transition. Mais parfois, ça manque de lien, ça manque de variation dans le jeu, ça manque de variété, de variation dans l'utilisation du ballon. Parce que quand vous avez des jeunes joueurs, notamment Kai Havertz, les Götze, les Kosterman, Julian Brandt, comme vient de le citer tout à l'heure, Frank Nyama, ces joueurs aujourd'hui insouciants qu'ils sont, ayant la fougue véritablement, parfois pensent que pour pouvoir battre son adversaire, il faut produire que du beau jeu. Alors que parfois, il faut être plus dur sur l'homme, il faut être plus compact, il faut faire la décision dans les temps forts, c'est-à-dire à travers 2-3 pas, ce jeu de transition rapide vers l'avant, mais ça manque parfois d'expérience, ça manque de cohérence dans le jeu. Il faut également mettre cette fébrilité-là de cette formation allemande aujourd'hui, ce tâtonnement-là, à l'actif d'un aspect qui est très important. C'est-à-dire que vous avez Joachim Löw qui est aujourd'hui, qui a le record de longévité à la tête de cette formation nationale, de cette sélection nationale de l'Allemagne. L'Allemagne a connu de grands entraîneurs, Franz Beckenbauer, les Jürgen Klinsmann, les Rudi Völler pour la Coupe du Monde 2002, mais il demeure le seul qui est resté très longtemps. Vous pensez qu'il est resté trop longtemps? Bien évidemment, quand vous restez trop longtemps, vous êtes usé psychologiquement. Vous n'avez plus de nouveautés à proposer, même si vous remettez en cause, c'est-à-dire que c'est remis en cause en écartant ses anciens. On sent véritablement. Mais lui, il est toujours nouveau. Apparemment, il n'est pas ancien, lui. Il est toujours nouveau, mais on sent que ça manque de créativité. De créativité sur le terrain. De génie. Et son discours n'arrive pas à pouvoir le disque est rayé. accélérer ses joueurs. Donc le disque est un peu rayé à ce niveau. Je pense que la solution, peut-être si les résultats ne suivent pas, c'est vrai qu'ils ont besoin du temps, mais pour une sélection comme l'Allemagne qui a joué au moins 7 finales de Coupe du Monde, si les résultats ne suivent pas, attention à Joachim Löw. Il y a un problème. On est à quelques mois de l'Euro, même s'il a été reporté en 2021, on est au mois d'octobre, donc ça va venir incessamment. Aujourd'hui, du côté de l'Allemagne, la presse, justement, s'inquiète du résultat, du format de jeu proposé par Joachim Löw. Même Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger sont sortis pour pouvoir parler au niveau de la presse allemande. Vous pensez que, selon vous, Joachim est le problème ou ce sont les joueurs? On doit leur donner plus de temps. Avant rapidement de répondre à cette question, la presse a raison de s'inquiéter parce que l'Euro 2021 est si proche et donc l'Allemagne doit se ressaisir pour remettre sa nation au niveau où elle devait se faire respecter. Se faire respecter. Maintenant, aujourd'hui, quand on pense que Joachim le propose dans le jeu, c'est un peu Kodjo hier et Kofi demain, parce que quand on prend aujourd'hui le trio défensif, c'est quand même parfois, contre l'Espagne par exemple, c'est Emre Can, Rudiger et Niklas Süle. Maintenant, contre l'Ukraine, c'était quand même Niklas Süle, Rudiger et
Mathias Ginter. Voilà, Ginter, qui a même marqué. Le jeune joueur de Borussia, qui a même marqué. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un équilibre au niveau de la défense tout d'abord. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier que depuis un moment, l'Allemagne a perdu un tueur. Parce que Miroslav Klose, c'était presque un tueur, un vrai renard de surface. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Timo Werner, il y a Serge Gnabry, mais ce ne sont pas des tueurs dans l'âme. Donc, déjà, dans le coup, l'Allemagne n'a plus ce joueur-là qui peut tuer à n'importe quel moment. Aujourd'hui, il y a aussi ce souci-là. Kroos n'arrive plus à jouer devant parce qu'il y a déjà Serge Gnabry, il y a Julian Draxler. Il y a Joshua Kimmich aussi, Joshua Kimmich, le roi Sané, qui peuvent jouer ce donc Klose joue plus bas. Et donc, il n'y a plus possibilité de mettre des frappes à distance. Quelque part, il y a un embouteillage. Il y a un embouteillage au niveau du milieu de terrain. Maintenant, pour revenir à l'entraîneur, c'est quand même depuis 2006 que cet entraîneur-là... Pour vous, c'est trop? Moi, je dis c'est trop. Depuis l'Allemagne, depuis cet échec face au Japon, en 2018. Corée du Sud. Corée du Sud, Mexique. Corée du Sud, autant pour moi, ce coach-là devait être remercié en ce temps-là, puisque on sent un déséquilibre de génération par rapport à la génération, puisque quand on prend cet effectif aujourd'hui, c'est quand même peut-être 3 joueurs qui sont encore titulaires. C'est-à-dire 3 joueurs qui ont joué le mondial 2018 qui sont encore titulaires. Il y a 2 nouveaux joueurs et il devait avoir un nouveau discours, il devait avoir un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe de l'Allemagne comme Julian Nagelsmann. Il peut jouer ce rôle-là. Donc je pense à mon niveau qu'aujourd'hui le disque est rayé pour Joachim Löw, comme Henri l'a déjà dit, comme Franck l'a déjà dit. Donc si l'Allemagne veut revenir à l'échelle mondiale ou encore continentale, il devra aujourd'hui changer un peu la tête de cette équipe. En tout cas, on suivra de toutes les façons cette équipe allemande face à la Suisse prochainement, face à la Suisse le 13 octobre, et on reviendra encore une fois sur les performances de la Mannschaft. Merci messieurs d'être mouillés sur ce sujet-là. Cette fois-ci, chers auditeurs, on va vous donner l'occasion de nous appeler au travers du 92 03 60 31 97 24 26 2 fois. Il est déjà là le premier. Bonjour. Oui, Faustin, comment ça va là-bas? Je vais bien, vous. Merci de nous rejoindre, ça va également. Nous vous écoutons, Faustin. Bonjour Aladier, bonjour tous ceux qui autour de vous. Bonjour. Moi, je ne suis pas d'accord avec les autres frères. Bon, c'est mon avis. Sur quel sujet? Sur l'entraîneur d'Allemagne. Ah, d'accord. Pour vous, il doit rester. Quelqu'un l'entraîneur de la maison, il connaît bien les jeux, il connaît bien la maison. Oui. Maintenant, s'il n'y a pas de résultat, c'est pas encore un souci. Mais ça fait longtemps qu'il est là, non? Ça fait longtemps qu'il est là, donc il doit connaître bien la maison, il doit connaître bien ses joueurs. Ah, d'accord. Donc, il doit savoir quel discours il faut tenir, puis continuer en avant. Il est encore jeune, c'est pas un entraîneur qui est vieux. Au moins, s'il est vieux, ça se comprend. Il est encore jeune pour pouvoir continuer les affaires. D'accord. Les vieilles casseroles continuent de faire de bonnes sauces, hein? Fais toujours de bonnes sauces, comme tu viens de le dire. Bonne journée, on entend. Merci, bonne journée du côté d'Agbalépédo. Bonjour, auditeur. Bonjour, auditeur. Vous êtes en direct, nous sommes dans l'émission Plateau Foot Europe. Vous composez les 92 03 60 31 97 24 26 2 fois et vous êtes avec nous. Bonjour, auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour Joël, comment ça va? Toujours debout. Merci bien de nous rejoindre dans l'émission. Quel sujet vous intéresse alors? Ce matin, quelqu'un a donné son avis. Oui. Moi en particulier, je vous appelle juste pour vous féliciter. Merci. Et surtout vous dire excellente semaine. Merci beaucoup. Bonne écoute à tous ceux qui Merci. Merci bien. Merci infiniment. Ça dit bonjour à l'homme qui est derrière la caméra. Ah oui, et l'homme à Dovo, il est là, tout discret. Et tout comme Anas PM de l'autre côté. Merci Joël, à très bientôt. Et bonne journée. On va prendre quelqu'un d'autre. Anas qui s'affaire de l'autre côté. Bonjour auditeur. Et non, et voilà, on va toujours patienter encore quelques minutes. Oui, il est là cette fois-ci. Anas nous fait signe. Bonjour, auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui, comment ça va? Ça va. Oui. AZ depuis Attiégou. C'est le nom? AZ depuis Attiégou. AZ depuis Attiégou. Alors, nous vous écoutons. Comment ça va là-bas? Oui, ça va. D'accord. Je salue tout le monde sur le plateau. Oui, tout le monde vous salue. Bonjour. 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 Oui, j'aimerais intervenir au niveau de la Mannschaft. Oui, allez-y. Au fait, je ne suis pas d'accord avec
si je peux les appeler vos invités. Mais oui, les spécialistes, oui. Vous n'êtes pas d'accord. Quel est votre avis là-dessus? Allez-y. Je pense que Joachim Löw est mieux placé pour gérer la nouvelle situation. D'accord. C'est une reconstruction de l'équipe. Ok. Il connaît mieux les joueurs. Oui. Il est là depuis un bon bout de temps. Oui. Et ce n'est pas une affaire de discret ou quelque chose comme ça, mais nous tous, nous savons que reconstruire une équipe, ça prend du temps. Donc, je pense qu'on peut le laisser un peu de temps. Jusqu'à quand? Il doit faire 20 ans à la tête de l'Allemagne? Oui, oui. 20 ans? Oh là là, ah, c'est intéressant ça. D'accord? De toutes les façons, on a compris votre avis et on le respecte. On saura justement dans les jours, les mois, les années à venir si Joachim Löw est toujours le maître de la situation du côté de la Mannschaft. Autre auditeur qui nous rejoint dans PFE, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes en direct, hein? C'est Abel Aoussou, international béninois. Oui, Abel, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, Abel, nous vous écoutons. Quel est le sujet qui vous intéresse? Non, tout juste pour vous apporter tout mon soutien de votre travail abattu. Et Merci. Merci. La belle victoire des écureuils qui donnait pas son fantasme. Ah oui, ça c'est vrai. Félicitations. Félicitations, comme on dit. Merci. Ah oui. Et bon week-end à tous et bonne semaine à tous. Merci et belle semaine également à vous, Abel. À très bientôt. Oui, on va continuer de prendre les avis des uns des autres. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio 91.9 à Lomé. Ah oui, ça va super bien là. One Love. One Love, le Barcelonais. Moi, tu as quelques questions pour moi? Non. J'ai beaucoup aimé les questions de ce matin. Ah, d'accord. Tu as quelques questions pour moi ce matin-là? Non, mais qu'est-ce qui te rend aussi joyeux ce matin? Oh non, parce que le week-end était bien ici à Palimé avec le boisson de vin de palme avec bon sodabi ici. Intéressant. Ici. Ah, merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir de vous entendre. Ok. Donc, il faut de temps saluer la population de Palimé. Ah oui, on va en profiter pour saluer tous ceux qui sont là-bas. Bonjour à tout Palimé. Merci, bye bye. Et merci de nous recevoir et pour la fidélité à One Love, le Barcelonais. Ah oui, on comprend qu'il est très heureux. Hein. Allô, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, vous allez bien? Oui, je salue tout le monde au studio là-bas. Oui, tout le monde vous salue également. Bonjour. Bonjour. Je réponds par M. Florent. Florent, oui. C'est la première fois que vous nous appelez dans l'émission. C'est la première fois. Merci beaucoup, merci. J'aimerais intervenir par rapport à la France et le Portugal. Oui, allez-y. La France et le Portugal, j'ai juste remarqué quelque chose par rapport au joueur Mbappé. Oui. C'est-à-dire, il est un peu... il a toujours respecté l'homme Cristiano. Non, Cristiano Ronaldo. D'accord. C'est quant à l'entraîneur maintenant d'essayer au maximum de remonter son moral pour pouvoir, pour les prochains jours, des matchs comme ça, que le match soit un peu plus... qu'il soit un peu plus à l'aise dans le match. D'accord, qu'il soit beaucoup plus confiant en lui-même, c'est ça? D'accord. Et aussi féliciter les écureuils du Bénin. Du Bénin, d'accord. Par rapport au match du Gabon. Voilà. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup. Et restez-nous fidèles. Hein. Bonne journée. Merci. À très bientôt, Florent. Merci infiniment. On va prendre le dernier. On va prendre le dernier. Auditeur, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Oui, à Akodesewa. Comment ça va là-bas? Oui. On vous reçoit Super, nous vous écoutons, Cloutier. Oui, je salue Franck Mignama et à vous tous là-bas. Oui. Bonjour. Oui, moi je voulais intervenir sur le match. Le match? La match. Ok, allez-y, l'Allemagne, oui. Oui, moi, mon avis, c'est l'entraîneur qui a la capacité de gérer la situation actuelle. D'accord. Parce qu'il connaît bien la maison. Oui. Et il a les qualités de faire ça. D'accord. Donc, ce n'est pas à faire qu'il parte.
Ce n'est pas un problème. Il doit rester. Il doit rester. Merci. Merci beaucoup, mon cher ami Clouché. De côté d'Akode Siwa, nous saluons justement au passage tous les habitants de ce côté, à Blogamé, Bay et puis tous les autres quartiers de Lomé. On va faire le tour de table pour rapidement saluer quelques inconditionnels. Henri Akodo. Bon, je salue tous les amis qui nous ont suivis ce matin. C'était encore une fois un plaisir pour moi, en tout cas. Vicente Noussoulé. Oui, un plaisir, un grand plaisir pour moi. Je salue quand même un ami, Tony, depuis Vaughan. Ah d'accord, oui. On nous écoute là-bas aussi. Tous les amis de Live Foot et tous ceux qui reconnaissent cette voix. Cette petite voix, ou belle voix, cette belle voix, je dirais. Il est en rose aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller voir le live sur Plateau Foot Europe live via la page Facebook de l'émission. Franck Nounyama. Oui, excellente semaine aux inconditionnels de cette émission, à tous ceux qui nous connaissent. Surtout, bon courage à Seydou Foudou. Oui. Il en a besoin en ce moment. En tout cas, beaucoup de courage à vous, notre directeur financier. On va saluer également Léonce Gatti, Dagan de Madrid, Zarif le Madrilène, Gordo Lodson et tous ceux qui sont du côté de la plateforme Plateau Foot Europe. Nous saluons également Félix Ouala et tous les autres chroniqueurs de cette émission. Merci Henri d'être passé. C'est bon. Vicente, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, parce que c'est un rêve. Merci qu'il devient réalité, n'est-ce pas? Franck Nounyama. Oui, ça a été un plaisir, toujours un plaisir. Dankeschön. Bonjour spécial à Farouz la Togolaise. Ah oui, c'est bien passé. Mille merci à Elom Adovon et à Anas PM. On se dit belle semaine de travail, dans la bonne humeur, dans la joie et surtout dans la confiance en l'éternel. À très bientôt. Ciao, ciao.